Notre chronique destinée à la bande dessinée, c'est tous les matins du lundi au jeudi. Et oui, vous ne rêvez pas, en exclusivité sur Radio J. Et je suis très contente d'avoir en studio toujours Didier Passamonique et Pierre Garrigue à mes côtés. Bonjour messieurs. Bonjour Hélène. Bonjour. Je le rappelle, puisque c'est vrai, j'ai tendance à l'oublier, vous êtes tous deux collaborateurs au site Actua BD, dont vous êtes Didier, directeur de la rédaction. Et Didier, justement, on va commencer par cette œuvre que vous nous présentez, qui va me ramener quelques années en arrière dans mes cours de philo. C'est ça ? Oui, absolument, parce que c'est la République, parce que la République, c'est pas moi, c'est Platon. Ouais, Ici, il s'agit d'une bande dessinée de Jean Aramba, qui est d'ailleurs publiée par Philosophie Magazine. Et oui, évidemment que ça nous rappelle les années de lycée. C'est le plus célèbre ouvrage de Platon. Et puis, c'est pas n'importe qui l'adapte, c'est Jean Aramba. Et dans le petit monde de la bande dessinée, on le connaît parce qu'il a fait des études de philo avant de faire de la bande dessinée. Donc ça tombe bien. Mais surtout, il avait déjà adapté Robert Louis Stevenson avec Hermiston. Il avait publié déjà une œuvre de l'Antiquité avec le Ulysse d'Homère. Ouais. On lui doit la parodie d'un film de guerre qui s'appelle Opération Copperhead. Et très, très vite, chez lui, les distinctions vont pleuvoir. Ulysse reçoit le prix du Point, devenu entre-temps Wolinski le Point. Le prix Cheverny de la BD d'histoire, c'est pas n'importe qui, c'est Pascal Horry, président du jury. Et surtout, le prestigieux prix Goscinny pour Opération Copperhead. Donc, voilà qui s'occupe de la République de Platon. C'est pas personne. Alors, la République, d'après l'œuvre de Platon, c'est encore une adaptation. C'est encore une adaptation, mais on peut parler surtout d'une recréation. Il n'est pas étonnant donc que Aramba se soit intéressé à Platon, comme naguère Johannes Farr s'était intéressé lui-même pour faire le banquet. Parce que, quelle est la caractéristique de l'œuvre de Platon ? Il en a les rassemblés vos souvenirs. C'est l'histoire de Socrate, des dialogues, etc. C'est ça ? Oui, c'est ça. Et justement, bravo. Ce qui est intéressant, c'est que justement, ça fonctionne en dialogue. C'est la fameuse maïeutique de Socrate, l'accouchement des esprits. Oui. Socrate qui commençait est le héros de Platon, puisque c'est pas lui qui a écrit le livre. Et c'est un philosophe qui procédait donc à cet accouchement en posant des questions et en traquant à chaque fois dans les réponses les incohérences que ses interlocuteurs pouvaient avoir. C'est ça la fameuse sophistique. Dans la République, on s'interroge sur la justice, sur l'éducation intellectuelle mais aussi physique. C'est important pour les Grecs, le sport, quoi. Oui. Les rapports sociaux, le culte du corps, la défense et la sécurité, le contrôle des populations, la philosophie et l'épistémologie, la connaissance. C'est le fameux mythe de la caverne qui est un peu la fondation de l'épistémologie. Tout ça est raconté sous forme de dialogue. Or, les dialogues sont au cœur des bandes dessinées. C'est simple. Une image muette dans une bande dessinée, pour ainsi dire, n'est pas lue. Il faut qu'il y ait du texte. C'est pourquoi l'album d'Aramba est une réussite. Il donne à goûter à l'œuvre de Platon tout en amusant l'auteur. Et c'est un outil de médiation absolument souverain. Et on a bien besoin de cette philosophie en ces temps où la sophistique revient en force dans la politique. On le voit avec certains. Et pas forcément pour de bonnes raisons. Merci beaucoup Didier Passamonique. C'est donc La République de Platon par Jean Aramba. Je me tourne vers vous Pierre. Alors un tout autre thème, tout autre sujet, c'est le grimoire d'Elphie, le tome numéro 2. Vous nous parlez du retour de Kiki, la petite sorcière de la BD française. Alors, c'est un peu moins intellectuel que Platon, mais c'est de la culture aussi. Alors les trois autrices et auteurs du grimoire d'Elphie, que je vais aborder tout de suite, ne cachent pas leur amour pour les univers du japonais Hayao Miyazaki. C'est pour ça qu'effectivement ça ressemble un petit peu à Kiki, la petite sorcière. Nous voici déjà au deuxième tome des aventures de la petite Elphie. Alors, souvenez-vous, dans le premier opus, elle avait découvert qu'elle avait hérité les talents de sorcellerie de sa maman, décédée dans un incendie. Elle dispose désormais d'un grimoire magique, serti de pierres précieuses et qui s'illumine lorsqu'elle y écrit des histoires. Et donc elle peut jeter des sorts ? Alors non, parce que Elphie c'est une sorcière toute mimi. Elle sert des pages du grimoire non pas pour jeter des sorts ou des malédictions, mais pour réaliser des origamis, vous savez, ces espèces de petites figurines en papier plié qui prennent alors vie. Alors par exemple, dans ce deuxième tome, elle crée un trio d'espiègles petites souris qui vont l'aider dans son enquête. Oui, enquête, car oui, le grimoire d'Elphie, c'est une sorte de Scooby-Doo magique, en fait. Toujours la parfaite recette pour les enfants, quoi. Elphie et ses deux sœurs se sont lancées sur les routes dans un bus librairie à l'anglaise et sillonnent le terroir français. Le premier tome se déroulait en Bretagne, et cette fois-ci, les voici stationnés en Provence.
où elle rencontre un ami de leur mère, voire même plus qu'un ami, je ne spoil pas. Il est écrivain, mais également la cible de vandalisme et de harcèlement de la part d'un mystérieux agresseur. Alors peut-être sa méchante propriétaire, ou bien un autre écrivain jaloux. Elfie se lance alors sur la piste du malfrat. Et donc un grand succès pour Elfie ? Oui, tout à fait, parce que le premier tome s'était déjà très bien vendu et avait participé au lancement de la nouvelle collection Dracou, que l'on doit à l'association du patron de bambou Olivier Sulpice et du taulier de la maison d'édition Arleston. Le tome 1 du Grimoire d'Elfie avait par exemple remporté le Grand Prix des lecteurs du journal Mickey, ce qui est un petit peu une consécration pour les albums de BD jeunesse. Et en fait, c'est la parfaite recette de la BD pour enfants. Mickey, moi j'adore Mickey, moi. J'adore Mickey, qui n'est pas Mickey. Alors, l'univers d'Elfie, c'est la recette parfaite pour les enfants. C'est tout doux, les couleurs sont brillantes, toutes mignonnes, un peu manga, la lecture agréable, même malgré la longueur de l'album, parce que 80 pages pour un album jeunesse, c'est assez long. Mais le monde, les personnages d'Arleston, d'Alouette et de Ludwig sont tellement sympathiques qu'on a hâte de découvrir la suite. C'est un mélange du Club des 5, des films du studio Ghibli et de Harry Potter qui devrait faire un tabac en cette période de fête. Et donc à offrir à ses enfants ou ses petits-enfants, c'est le Grimoire d'Elfie, tome numéro 2 aux éditions Dracou Bambou, c'est ça ? C'est ça, exactement. Merci beaucoup Pierre Garrigue et Didier Passamonique, je vous retrouve demain sur Radio J.